commencer cette table ronde sur vivre le vivant en milieu urbain. Je vais quand même d'abord, en préambule, parce que les circonstances l'imposent, demander à un des intervenants, en l'occurrence Alain Baraton, à nous parler d'Edgar Morin, qui vient de disparaître. Oh, merci Olivia. Oui, simplement, nous avons appris ce matin la disparition d'Edgar Morin, qui était âgé, je crois, de 104-105 ans. Et je disais que j'avais le souvenir d'une rencontre avec cet homme hors du commun, qui m'avait parlé des déserts et justement de la place de la vie en ville. Donc c'était assez amusant que ce soit le thème de la journée. On a perdu aujourd'hui, je crois, un humaniste, une grande personnalité, une grande voix, et un homme qui était, je crois, précieux pour l'humanité. Nous avons perdu peut-être le plus grand humaniste du XXe siècle. Voilà. Merci Alain. Donc, vivre le vivant en milieu urbain, on aurait pu appeler cette table ronde « Et si la ville cessait enfin d'être hostile au vivant ?» À première vue, tout oppose la ville et la nature, la densité, le béton, l'artificialisation des sols, la pollution, le bruit. Pourtant, partout, la vie réapparaît, s'adapte, dans une fissure de trottoir, au pied d'un arbre, sur un balcon. Mais de quel vivant parle-t-on vraiment ? Est-ce celui qu'on contrôle, qu'on dessine, qu'on met en scène ? Ou celui qui déborde, qui pousse, qui dérange, qui s'improvise et qui nous oblige à repenser notre manière d'habiter la ville et à cohabiter justement avec le vivant végétal. Et quand on végétalise, toiture, murs, place publique, friches, micro-forêts, est-ce qu'on introduit réellement le vivant ou est-ce qu'on fabrique parfois du vivant un peu décoratif ? Et serions-nous prêts à accepter un vivant moins contrôlé et donc forcément moins prévisible ? Voilà, cette table ronde va permettre une confrontation entre trois visions du vivant urbain, donc celle de Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Tatiana travaille sur les dynamiques de la biodiversité et les conditions de sa préservation, y compris en milieu urbain. Et Tatiana a récemment publié un livre aux éditions Tana, la biodiversité en infographie, donc entièrement en infographie, qui permet de mieux comprendre pour mieux agir. Sacha Lanzini, directeur de l'École supérieure d'architecture des jardins et des paysages, défenseur d'une écologie urbaine, expérimentale, notamment qui se base sur les sols vivants. Donc il va être beaucoup question des sols, évidemment, pendant cette table ronde. Et Alain Baraton, jardinier en chef de Domaine national de Versailles, qui défend une approche sensible du paysage, attentive au rôle structurant de l'arbre, et assez critique envers certaines modes de la végétalisation urbaine. Et là aussi, on va pouvoir en discuter. Et en discuter avec vous, puisqu'à l'issue de cette table ronde, évidemment, vous serez invités à poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos intervenants. Donc merci. Et dans l'esprit du thème 2026 de Jardin, sans limite, cette rencontre interrogera dans notre capacité à laisser aux vivants reprendre une place en ville, dans nos villes, justement avec ou sans limite. Point d'interrogation. Donc trois regards, un même enjeu, que faire que la nature soit un écosystème qui permette d'accueillir, de régénérer, de rendre durable en fait la nature. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais commencer par Alain Baraton. Quand nous avons parlé de cette table ronde, Alain, vous m'avez dit il faut rendre obligatoire la visite des jardins aux enfants dans toutes les écoles. Alors, pourquoi est-ce nécessaire et est-ce si nécessaire que ça ? Parce qu'un mot que vous venez de prononcer il y a un instant m'a interpellé, et c'est le mot contrôle. Vous venez de dire que pour que la nature puisse espérer vivre en ville, il fallait qu'on la contrôle. Alors je pense que le rôle du jardinier aujourd'hui n'est pas de contrôler la nature, mais est de l'accompagner. Et la nature ne peut pas s'installer durablement en ville, donc vivre longtemps, sans que le jardinier soit là pour veiller à sa pérennité. Comment voulez-vous qu'un arbre, par exemple, qui viendrait tout seul par les airs avec une petite graine, puisse se développer harmonieusement sans qu'une voiture ou un piéton vienne lui marcher dessus ? Donc la nature a besoin d'être accompagnée, un peu comme un enfant qui apprendrait l'ABC de la vie. On a besoin, nous adultes, d'accompagner un enfant, de lui montrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en un mot, de lui parler de la vie. Et j'aurais aimé qu'effectivement, les enfants soient visités dans les écoles par les adultes pour qu'on vienne expliquer aux tout petits comment fonctionne un arbre, déjà c'est quoi un arbre, pourquoi avons-nous besoin des arbres, et puis également leur parler aujourd'hui de ce qu'est le jardin. J'aime cette idée de jardin en ville. A-t-on besoin déjà d'un jardin en ville ? On a parlé également de micro-forêts.
est-il vraiment, j'espère qu'on y reviendra, est-il vraiment raisonnable aujourd'hui de planter en ville des microforêts? Mais j'aurais bien aimé effectivement que, dans les écoles, et on retrouve cette notion d'instruction, les sciences naturelles d'autrefois, qu'on apprenne aux gamins tout simplement à reconnaître un arbre. J'adorerais qu'un gamin de quelques années me dise c'est un hêtre, c'est un, c'est un chêne, ou c'est une laitue. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que certains enfants soient capables de distinguer les trois, et c'est quand même dramatique. Et j'aurais aimé effectivement que les adultes s'intéressent davantage aux enfants pour mieux les accompagner dans cette découverte de la nature. Merci. Et ça veut dire qu'on a perdu notre lien sensible au vivant, que les enfants ont besoin de nouveau, qu'on les accompagne dans la nature et aussi qu'on leur montre la nature, qu'on leur fasse comprendre la nature, comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a une déconnexion absolument totale entre la nature, entre le vivant et l'être humain. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience. On parle en ce moment, on est tous victimes de l'élévation des températures. Et vous-même disiez en aparté, Olivier, il y a un instant, que les climato-sceptiques allaient certainement, là encore, douter de l'élévation des températures. Non, il n'y a aucun doute. La planète se réchauffe et la seule méthode, mais ça peut-être pourrez-vous en parler, la seule méthode que nous avons, je crois, pour lutter intelligemment contre l'élévation des températures est de planter en nombre, de bien planter et de planter partout où c'est possible. Et je suis pour la revégétalisation de nos villes, mais sous certaines conditions. Un arbre a-t-il sa place en ville? Voilà un joli sujet également. Est-ce qu'un arbre tout seul le long du boulevard Saint-Germain à Paris a-t-il une raison d'être? Est-ce que ce n'est pas un peu tristounet? J'ai souvent comparé un platane sur un trottoir à une hirondelle en cage. Je n'aime pas tellement voir cet arbre seul souffrir du piétinement, de vivre dans le béton, d'avoir un tronc qui est martelé de clous, de chocs de voiture. En un mot, un arbre qui survit, parce que faut pas confondre vivre et survivre. Quand je dis par exemple que sans arbre il n'y a pas de vie, on me dit mais si, dans le désert il y a de la vie. Non, il n'y a pas de vie dans le désert, il y a de la survie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc Tatiana, la scientifique que vous êtes, est-ce que justement l'attachement émotionnel à un arbre, un parc, un jardin, un balcon, on n'a pas parlé de balcon, mais un balcon voilà, avec la nature, peut changer réellement les comportements? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'à plus protéger le vivant, parce qu'on le comprend mieux, parce qu'on vit à côté, parce qu'on y est sensible? Alors, je ne sais pas si ça suffit, en tout cas c'est nécessaire. Comme disait Cousteau, on peut protéger que ce qu'on aime et ce qu'on admire. Donc déjà, effectivement, une première étape, c'est de reconnecter les gens à la nature, qu'ils apprennent à s'émerveiller du vivant, à connaître le vivant, et ça, la nature en ville, puisqu'il va y avoir bientôt 50% des gens qui vivent en ville. Donc c'est absolument un endroit essentiel pour reconnecter les gens à la nature, qu'ils apprennent à la connaître, à l'aimer. C'est aussi indispensable dans le cadre actuel du dérèglement climatique, où c'est un des leviers principaux pour adapter les villes au réchauffement climatique, de planter des arbres, de la végétation. Évidemment, ça fait baisser automatiquement les degrés en ville. Donc c'est un moyen de s'adapter. Alors quand même le premier moyen de stopper le dérèglement climatique, c'est la sobriété et d'arrêter nos émissions de CO2. Il ne faut pas se dire qu'on va pouvoir s'adapter indéfiniment et continuer à émettre des gaz à effet de serre et qu'on va pouvoir s'adapter même en plantant des arbres, ça ne suffira pas. Donc la première étape, c'est vraiment d'arrêter d'avoir une émission nette nulle de gaz à effet de serre, sinon ça va continuer à se réchauffer très rapidement. Et aussi d'adapter les villes aux nouvelles températures, donc effectivement en végétalisant un maximum, mais en végétalisant intelligemment, effectivement, en plantant pas juste quelques arbres sur du béton, en faisant des vrais écosystèmes presque, et en se rendant compte aussi, ça permet de comprendre ce que c'est que la nature, effectivement. Et les villes, donc c'est des îlots sans nature a priori, mais elles sont justement tous ces îlots végétaux à l'intérieur, les jardins, les parcs, ça permet de faire des corridors écologiques pour les espèces, qu'elles puissent se disperser, traverser les villes en fait. Donc c'est aussi essentiel écologiquement à la survie des espèces, en tant que on peut le voir un peu comme des archipels, des suites d'îles dans la mer où les espèces peuvent se disperser d'île en île, et donc les villes avec des îlots, des jardins, et les jardins sont aussi très importants. Il y a plus de surface de jardins en France que de surface de réserves naturelles. Donc bien gérer les jardins en accueillant la biodiversité, c'est essentiel aussi pour préserver globalement la biodiversité.
On reviendra sur ces notions justement de friches, de micro-forêts, de coulées vertes, pour voir justement ce que chacun d'entre vous en pense et pourquoi. Une première réaction, Sacha Lanzini, par rapport à ce que nous venons de dire? Oui, je m'inscris totalement sur ce qui a été dit. Je reviens sur un point, vous avez évoqué les conditions aussi de plantation. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que quand on parle de nature en ville, c'est évidemment extrêmement important. Il faut rafraîchir, il faut avoir des îlots de fraîcheur, etc. Mais on ne doit pas mettre des espèces vivantes dans n'importe quel milieu. On ne peut pas forcer les choses. Et là, on en vient parfois, à certains moments, sur sur quelques enjeux politiques qui poussent la plantation massive urbaine. On se retrouve à devoir perfuser sous arrosage automatique, à changer les arbres très souvent parce qu'ils meurent à la pelle, parce qu'il n'y a aucune fosse de plantation qui a la bonne taille, etc. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver un tout petit peu plus de logique dans cela, et on a quand même la chance d'avoir des milieux extraordinaires à côté de nous, même en région Île-de-France. Très souvent, quand on nous propose par exemple de travailler sur des toitures végétalisées ou de la végétalisation sur dalles, on dit d'accord, mais par contre on va aller s'inspirer d'un milieu, d'un biotope particulier qui est celui des falaises calcaires de la vallée de la Seine, et là on arrive à travailler avec des espèces qui arrivent à supporter les épisodes de sécheresse, qui arrivent à supporter le faible épaisseur de terre végétale. On travaille sur des semis ou des choses comme ça, donc il faut essayer de retrouver un espèce de bon sens sur la plantation et arrêter de vouloir on va dire végétaliser à tout prix, parce que ça devient presque un espèce de décor assez morbide au final, parce qu'on le remplace très souvent et c'est des végétaux qui meurent assez rapidement. Voilà, donc essayer de trouver un peu de mesure dans ce qu'on fait, un peu de réflexion, et avoir toujours une réflexion qui est systémique, et arrêter de faire toujours les choses en silo comme on a tendance à le faire. Merci. Alors justement, pour revenir sur cette végétalisation que nous vivons, que nos politiques parfois font un peu de greenwashing avec, on va dire, les micro-forêts urbaines, je rebondis Alain sur votre... vous en pensez quoi ? C'est un sujet qui a tendance, c'est peut-être l'âge qui fait que je m'irrite facilement. Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Oui, mais il est vrai qu'il y a des modes pour lesquels je ne souscris pas. Effectivement, l'art du jardin, c'est une discipline que l'on apprend. On ne plante pas un arbre n'importe où, n'importe comment. Je sais par exemple qu'il ne suffit pas de planter des arbres ou que des arbres pour limiter le réchauffement climatique. Cela est un accompagnement, mais qu'il y a d'autres mesures à prendre. Alors de temps en temps, il y a des modes qui apparaissent. Certaines modes sont vraiment très à la mode. On parle beaucoup, je me rappelle du BRF, le bois raméal fragmenté. C'était quelque chose d'absolument merveilleux. Nous nous sommes amusés, là où je travaille, à cultiver à gauche avec BRF, à droite sans BRF. Aujourd'hui encore, on a du mal à comparer les résultats. Redites-nous le BRF. Bois raméal fragmenté, ça consiste à couper, pour faire ça, du branchage jeune, vigoureux, de l'enfouir ou de le mettre en surface, et ça permettrait à la terre d'offrir ce qu'il a de meilleur. On a le droit d'apprécier. Moi, j'ai un horrible doute. La grande mode actuellement, c'est le paillage, par exemple. On ne parle que, d'ailleurs j'en parle demain matin sur Inter rapidement, le paillage m'énerve à un point que vous ne soupçonnez même pas, parce que j'aime bien voir la terre. Moi, tout simplement, je trouve que la terre, c'est beau. Et tous ces paillages maintenant de couleurs qui dénaturent la terre, ça m'ennuie quelque peu. Et surtout, si le paillage limite l'évaporation de l'eau dans le sol, c'est une certitude, il empêche aussi l'eau du ciel, quand il pleut légèrement, de venir mouiller la terre, elle mouille le paillage et rien d'autre. C'est quand même relativement absurde. Donc, toute mesure doit être raisonnée. Et ce qui est maintenant, pour répondre à votre question, des forêts, des micro-forêts de ville, comment voulez-vous faire planter sur un minimum d'espace un maximum d'arbres et que ces arbres aient un avenir? Je crois qu'en France, l'espérance de vie d'un arbre en ville ne dépasse pas les 80 ans. Et encore, c'est un maximum. Aujourd'hui, l'arbre en ville est un martyrisé. J'ai écrit un livre il y a longtemps chez Actes Sud qui s'appelle « La haine de l'arbre », où je me demandais si vraiment les gens, les élus, aimaient les arbres. Alors aujourd'hui, on parle des micro-forêts. Je veux bien qu'on prenne une petite place parisienne, qu'on y plante une centaine d'arbres sur quelques mètres carrés, mais que vont devenir ces arbres? Vous-même, vous disiez à l'instant que l'on ne peut envisager d'améliorer la nature que si cette nature est viable. Apprenons donc à planter le vivant et faire en sorte qu'il puisse continuer de vivre, mais longtemps. Sacha Lanzini, vous avez eu des expériences, Alors, pour agir à ça, parce que déjà dans le terme micro-forêt, il y a le mot forêt. Alors si on y réfléchit un tout petit peu, on va plutôt appeler ça des micro-boisements, voire des tout petits. Voilà. Le mot forêt, il est quand même un petit peu ambitieux. Il y a eu beaucoup d'expériences là-dessus. Il y a beaucoup de taux de mortalité. Il y a une reprise qui est parfois un petit peu calamiteux. Donc c'est vraiment des choses à prendre un petit peu avec pincette. C'est des phénomènes de mode et je souscris à ça.
Et pour revenir sur la question des arbres, les arbres c'est évidemment essentiel, mais il n'y a pas que ça. Sur la nature, il n'y a pas que ça dans la biodiversité. En milieu urbain, on peut aller chercher autre chose que l'arbre. On peut parler évidemment du sol, vous en avez parlé Alain. Le sol, j'invite à tout le monde en sortant, alors pas dans le bois de Boulogne évidemment, mais quand vous retournez à l'intérieur de Paris intramuros, regardez autour de vous si vous voyez un sol, regardez si vous voyez un sol non compacté, de qualité, avec on va dire une espèce de prairie qui pousse, une friche, etc. C'est très rare. Donc aussi, il faut essayer de défendre cette esthétique-là, parce que c'est une question d'esthétique. On a du mal à regarder ça, parce que le sol, pour beaucoup de personnes, c'est horrible. C'est pas très beau, ça fait sale. Les invasives ou les adventices, c'est aussi la même chose. Ces plantes-là, elles sont vues comme quelque chose de pas voulu, pas désiré, qui est un peu le résidu d'une ville mal entretenue, ce qui est complètement idiot, parce que c'est quand même le vivant le plus résistant qu'on a autour de nous. On n'a pas besoin de les entretenir, elles sont absolument incroyables. Et il y en a qui sont aussi très jolies quand on apprend à les regarder. Tatiana, j'imagine que vous êtes dans le sillage de ce que viennent de dire Sacha et Alain. Oui, c'est ça. Il faut souvent une partie du grand public peut avoir une idée un peu fausse de ce qu'est la nature. Une pelouse, par exemple, très rase, c'est vrai que ça fait plus propre. Un paillage, ça fait plus propre, mais c'est pas la nature, quoi. C'est pour préserver. Moi, je suis un écologue, spécialiste de la biodiversité. Si on pense en termes de nature en ville, pour aider à la biodiversité, effectivement, il faut un peu de tout. Il faut différents types de boisements, de différents étages, différents types de végétation. Il faut du sol pour qu'il y ait aussi des insectes et des champignons dans le sol qui survivent et qui ne soient pas sous le paillage. Si on veut faire des corridors écologiques, effectivement, qu'il faut qu'il y ait un peu des milieux pour tous les types d'insectes, de plantes, d'animaux. Donc oui, il faut de la diversité, en fait, c'est le principe. Alors, j'ai envie de vous énerver un petit peu, Alain. Encore. Parce que vous m'avez surpris quand je vous ai parlé des friches. Pour moi, la friche, c'était pas si mal, et finalement c'était un espace naturel que l'homme laissait tranquille, justement ne cherchait pas à rendre décoratif, propre, etc. Et vous avez une réaction à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, parce que l'une de vos qualités premières, chère Olivia, c'est votre utopie. J'adore votre utopie. Vous êtes une grande rêveuse et j'aime beaucoup. Effectivement, vous parliez tout à l'heure du gazon qui n'était pas vraiment écologique, qu'un gazon qui n'est plus entretenu devient une prairie, puis on en parlait il n'y a pas longtemps, puis devient une friche. Mais en ville, c'est quoi une friche ? C'est un espace qui n'est pas spécialement entretenu, qui va permettre à quantité d'indésirables ou d'adventices, quel joli nom aujourd'hui, pour ne pas parler des plantes dites mauvaises. Et effectivement, la friche, c'est devenu un petit peu une mode. Il y a une sorte de mode aujourd'hui, même dans le vocabulaire jardinesque. Tout à l'heure, je vous parlais du BRF, on pourrait également parler de la permaculture. J'adore le terme de permaculture. Jean-Baptiste de la Quintinée à Versailles a créé l'un des plus fabuleux potagers qui soit. Il ne parlait pas de permaculture. La permaculture, c'était la manière avec laquelle mon grand-père entretenait son jardin. Il ne jardinait pas bio, il ne jardinait pas en permaculture, il jardinait tout court. Il jardinait intelligemment et proprement. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'aimerais qu'on retrouve un mot, j'allais dire, à peu près normal. Alors la friche, qu'est-ce que c'est que la friche ? C'est un petit peu l'endroit abandonné où les plantes peuvent s'installer tranquillement, les insectes également, je pense aux tiques en particulier, parfait pour ceux qui adorent la maladie de Lyme. Je pense également à toutes ces plantes, vous savez, ce genre de plantes où quand on se relève dans l'herbe après s'être roulé, on a plein de piquants partout qui vont vous jusqu'à la machine à laver, quitte à vous bloquer ensuite le tambour. Les bestioles qui, bien entendu, vont venir faire quelques ravages. C'est ça, la friche n'est pour moi acceptable qu'en périphérie des villes, tout est une question de territorialité. Une forêt n'est pas dans une ville, ou alors c'est un bois, c'est en périphérie, et une friche pour moi, c'est en extérieur. Je n'ai rien contre la friche à l'extérieur, je préfère dans la ville la prairie, où effectivement dans le domaine de la prairie, là on parle plutôt petites fleurs, abeilles, et je veux dire un environnement paysager. La friche, pour moi, c'est pas très joli. En plus, il faut quand même de temps en temps ouvrir les yeux. Merveilleux l'utopie, mais tous les êtres humains ne sont pas non plus respectueux de l'environnement. Dans une friche, quantité de personnes ne se comportent pas spécialement correctement. Je ne vous parle pas des détritus qui peuvent être jetés, c'est là. Et j'ai peur que malheureusement en ville, une friche prenne un autre nom, et ça s'appelle décharge. Voilà un avis au moins sur lequel on pourra discuter. Tatiana, je vous ai vu réagir. Oui, donc on a chacun les choses qui nous énervent. Moi, en tant qu'écologue, c'est d'appeler des êtres vivants des mauvaises herbes ou des espèces indésirables. Mais
C'est-à-dire que la friche, c'est un peu de renaturation, laisser la nature un peu tranquille. Donc pour moi, c'est une bonne chose en tant qu'écologue, évidemment. Après, je peux entendre requin jardinier et pas la même opinion. Mais clairement, en tant qu'écologue, si on s'intéresse à ces corridors écologiques, à ces trames bleues et vertes, c'est quelque chose d'essentiel pour permettre aux espèces d'avoir des relais un peu en ville, d'avoir des endroits où on les laisse tranquilles et sans trop de pression. Mais je peux entendre qu'il faut partager l'espace. Je voulais pour réagir. Parce que pour réagir à ça, parce que la friche, je suis d'accord qu'il y a un phénomène de mode qui peut être un petit peu agaçant, certes, mais la friche, c'est un moment où c'est un espace en transition entre généralement des opérations immobilières, qui laisse un tout petit espace au vivant, où le vivant, avec ingéniosité, arrive à éclore très rapidement, donc ça c'est quand même assez fabuleux. Et cher Alain, je vous emmènerai dans des friches où je vous assure qu'il n'y a pas que des tiques, il y a aussi des passereaux, il y a plein de pollinisateurs et tout ça, je vous assure. Hein. Mais si vous le permettez, Olivia, j'en suis convaincu, mais tout dépend comment vous comptez utiliser, si vous me pardonnez ce terme, la friche. Si cette friche a pour effet d'accueillir la biodiversité insectes et oiseaux et de la regarder, et simplement la regarder, il n'y a aucun souci. Mais si cette friche n'est pas piétinable et qu'elle est tenue à distance par une clôture, est-ce vraiment utile aux Parisiens, par exemple, qui lui a besoin peut-être d'utiliser l'espace à disposition? C'est ça que je veux dire. La friche, oui, en tant que décor, lieu de préservation. Il y a un endroit que vous connaissez certainement qui est au Jardin des Plantes à Paris. Il y a toute une partie qui n'est pas du tout entretenue, qui n'est pas ouverte au public et qui est laissée, entre guillemets, à l'abandon, ce qui permet aux écologues de venir constater par eux-mêmes l'évolution de la nature. C'est merveilleux, c'est un endroit merveilleux. N'empêche que cet endroit de quelques petits milliers de mètres carrés est un endroit qui n'est pas à disposition des habitants et c'est parfois un peu dommage. Ça, on est d'accord, c'est pour ça que la friche est un petit peu un espace en transition et pas pérenne, c'est pas un programme en soi faire une friche. Après, est-ce qu'on doit laisser tous les mètres carrés, centimètres carrés à disposition des Parisiens? Et est-ce que les insectes, les oiseaux n'ont pas le droit d'avoir leur petit espace et leur petit corridor écologique C'est là où vos trois regards sont complémentaires, même si vous êtes tous les trois des défenseurs de la nature. Et alors les coulées vertes, justement vous parliez de corridor, est-ce que c'est plus intéressant ça, les coulées vertes? Parce que ça aussi c'est une autre façon que pour la nature d'être en ville, Même si le terme n'est pas coulé, c'est pas un terme très joli, un peu comme espace vert. J'ai toujours un peu été choqué du terme espace vert. Je trouve qu'on aurait dû réfléchir à d'autres définitions. Mais j'aime bien l'idée de la coulée verte. J'aime bien l'idée de se dire qu'il est possible d'aller d'un point à un autre en n'empruntant que des chemins, j'allais dire, encadrés de verdure. Saviez-vous, Olivia, qu'il est possible d'ici d'aller jusqu'à Versailles pratiquement sans jamais quitter les espaces verts? C'est quand même merveilleux de le savoir, encore faut-il connaître l'itinéraire à suivre. Et j'adore l'idée de la coulée verte. Il y avait autrefois à Paris une rame de train ou de métro qui s'appelait la Petite Ceinture. Elle est devenue, à certains lieux, une coulée verte. C'est un endroit merveilleux. Et ce que j'adore par contre, et là je pense que ça doit vous réjouir, c'est quand un endroit, hier encore, était exploité, voire surexploité, quand la nature a reconquis le terrain et qu'elle est maintenant libre de vivre un petit peu à son rythme. Mais la coulée verte, c'est une très belle invention. À mes yeux, bien sûr. Je suis très prudent. Pareil. Oui, mais effectivement, c'est un endroit où on voit qu'on peut cohabiter et faire des espaces où l'homme cohabite avec la nature et au bénéfice réciproque. Évidemment, avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus besoin de végétaliser et de cohabiter avec la nature. Mais je pense qu'il faut quand même des espaces où pour certaines espèces qui peuvent avoir peur des êtres humains, par exemple, ou qui ont besoin de différents milieux, différents biotopes, ce qu'on a des endroits où on les laisse un peu tranquilles en ville peuvent être utiles. Oui, pour agir là-dessus, parce que en tant que paysagiste urbaniste, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, les questions de continuum écologique, de coulées vertes aussi, je suis d'accord sur le terme, il faut trouver autre chose absolument. Mais au sein de l'atelier Avec mes paysages, dans lequel je travaille avec plein d'autres personnes, on a la chance de travailler sur des quartiers entiers où il y a cette question de... il y a la voiture à son infrastructure, le vivant pour avoir aussi son infrastructure, c'est ce qu'on essaie de qualifier de biostructure, et c'est donc des grands continuums paysagers, jardiniers. En fait, on s'inspire très franchement des travaux d'Alphand, mais de Homestead aussi sur les systèmes de parcs. C'est des choses qui ont existé au 19e, 20e. Donc il n'y a rien de nouveau, mais il faudrait vraiment qu'on le remette en avant. On peut faire de l'urbanisme par le paysage, et c'est important de le comprendre, et par la biodiversité aussi, et pour la biodiversité.
Merci. Alors j'ai commencé à parler de ce qui, pour nous, citadins, était plus évident, ce qu'on voit, donc les friches, les jardins, les coulées vertes, etc. L'acteur invisible que j'évoquais tout à l'heure, c'est le sol. Et vous faites des choses très intéressantes justement en expérimentation. Vous m'avez parlé des technosols, par exemple. Racontez-nous voilà, ce que vous menez comme expérience, parfois avec des écoles. Oui, alors on a eu la chance de travailler sur la cité scolaire Paul Valéry qui est dans le 12e arrondissement. Donc c'est quasiment 3 hectares collège-lycée, avec 2 maîtrises d'ouvrage, mairie de Paris, région Île-de-France. Donc c'est débat animé à chaque fois. Et on a réussi à faire en sorte sur ces 3 hectares que plutôt que le réflexe qu'on a malheureusement en tant que paysagiste, de ramener de la terre végétale, on ne sait pas trop d'où elle vient cette terre végétale, mais de l'étaler à peu près partout, de jeter celle qui est sur place. Donc on la prend ailleurs pour la... On la prend, la terre végétale, c'est quand même un sol, hein. Un sol ça se constitue sur des centaines d'années. Généralement cette terre végétale elle vient soit de l'extension urbaine, soit ou alors des agriculteurs qui sont en grande difficulté, qui vendent leur terre carrément. Donc ils vendent leur terre végétale, les champs sont décapés, et hop, c'est fini, ils ont toute une partie de terrain qui est terminée. Et très souvent c'est sur l'extension urbaine bien sûr que cette terre est prise. Donc on s'est dit que c'était quand même... Encore une fois, on déplace le problème, on veut de la biodiversité en ville, mais on détruit la biodiversité à côté. C'est complètement absurde. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur des choses qui s'appellent les technosols. Donc les technosols, c'est des sols inertes issus de déblais. Donc c'est des sols, c'est 30 premiers centimètres, c'est là où il y a la vie plutôt dans le sol, et après un peu plus bas, ça devient beaucoup moins vivant, et très profond, c'est compliqué. Donc au-delà de 2-3 mètres, il y a plus beaucoup de... Enfin, je n'ai plus de vie, ça je sais pas trop, mais... En tout cas, ces déblais, on les a réutilisés, on les a remélangés avec... des mycorhizes, donc ce sont des champignons qui permettent de réactiver le sol. On les a mélangés aussi avec un petit peu de terre végétale. Il y a 20% de terre végétale. On n'a pas réussi à s'en passer totalement. Et aussi un petit peu d'amendement organique. Voilà. Et grâce à ça, c'est quoi l'amendement organique? C'est compost, on va dire. Voilà, du compost qu'on a pu mettre dedans. Et grâce à ça, on a réussi à installer tout un sol un peu partout sur ce projet-là. Et la grande particularité, c'est que la plupart de nos déblais qui étaient issus donc, sur le Grand Paris, ce sont des déblais qui sont calcaires. Donc on a dû travailler des milieux calcaires, parce qu'on ne plante pas une plante qui va être de milieu à peu près moyen ou acide dans un milieu calcaire. Donc on a pu développer toute une prairie calcicole, qui est un milieu très particulier. Tout ça grâce à la richesse d'un sol qu'on avait nous-mêmes fait. Voilà. Donc c'est une des premières expérimentations à Paris. On croise les doigts, ça tient depuis 6 mois pour l'instant. On va peut-être pas s'enflammer, on va attendre un peu. Mais en tout cas, on espère que ça sera plus fait par la profession et qu'on fera un peu plus attention aux matières qu'on utilise aussi. On utilise aussi beaucoup d'autres choses un peu plus vertueusement. Pareil, on ne plante pas des plantes n'importe comment, qui viennent de pépinières qui ont été sous perfusion d'eau, parce que d'un coup elles ont un choc, on va dire un stress hydrique important, elles meurent, etc., etc. Donc ça, il faut essayer d'avoir un petit peu de bon sens là-dedans. C'est un peu une démarche pionnière pour le coup. Oui, c'est une démarche pionnière. On a été accompagné par Gaylor Machinet, donc il y a un pédologue, j'ai oublié de citer son nom, qui nous a aidé sur le sujet, parce que nous, en tant que paysagistes, on est assez néophytes sur la question. Donc là, c'était très important de l'avoir à nos côtés. Et pareil, c'était tout un combat de le faire accepter aux maîtrises d'ouvrage, parce que quand elles nous demandent « Mais vous êtes sûr que ça va marcher ?» Non, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais la chance qu'on a eue, c'est que le temps du chantier, il a duré quasiment 3 ans. Sur les 2 premières années, on a pu faire une expérimentation sur des petites parcelles avec les étudiants du lycée, donc dans les cours de SVT. Ils sont venus, ils ont regardé le sol, ils ont fait ce qu'on appelle le protocole vers de terre, pour aller voir s'il y avait des vers de terre qui s'étaient installés dans ces sols. La question était non, très peu, mais ça a commencé à coloniser un petit peu quand même. Et après, il y avait toutes les plantes qui avaient prises sur ce sol-là de façon spontanée et qui étaient quand même très intéressantes. Voilà. Donc il y a toute une démarche expérimentale et participative, et ça permet aux enfants enfin de voir un peu les choses et de s'intéresser à ce qu'il y a autour d'eux. Et on peut espérer que ça va inspirer les paysagistes. Tatiana, c'est vertueux ça, pour le coup, c'est une bonne... Oui, et puis effectivement, comme vous disiez tous les deux, d'apprendre aux enfants la vie des sols, à quel point il faut des micro-organismes, donc les champignons mycorhiziens, les 3/4 des plantes, des arbres en particulier, ne peuvent pas pousser sans une association avec un champignon, avec qui ils font une symbiose. Le champignon va chercher les nutriments, l'eau dans les sols, et en échange, les arbres donnent des sucres aux champignons. Apprendre ces associations de symbiose, apprendre qu'il faut
des vers de terre, des bactéries dans les sols, sinon il n'y a pas de vie dans les sols. Ça, c'est essentiel. Apprendre toute cette écologie, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas être un citoyen éclairé et, par exemple, savoir à quel point les pesticides vont faire dans les champs du mal au sol en les rendant stériles. Donc, c'est tout un apprentissage de ces interactions qui permettent la vie et qui permettent... et donc, évidemment, c'est essentiel d'apprendre ça et d'utiliser la nature en ville pour apprendre ça aux enfants. Et ça devrait être obligatoire, oui, dans toutes les écoles, clairement. Moi, je ne peux que me réjouir de ce que j'entends pour la raison suivante. Moi, je suis un dinosaure et je suis entré à Versailles il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, à Versailles, quand on devait refaire un alignement d'arbres, on décapait la terre, on faisait venir des tonnes, des tombereaux de terre végétale, et on se foutait, voire contrefoutait, de la flore et de la faune. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je suis entouré de jeunes collaborateurs qui se soucient du sol, qui écoutent les conseils de Sacha, qui savent qu'un écologue n'est pas une profession anodine, qu'elle a une raison d'être. Et aujourd'hui, avant d'engager tout chantier, nous faisons appel à des spécialistes, nous nous faisons conseiller par des écologues. Nous en avons un sur Versailles, un pour le domaine de Marly, par exemple, et nous faisons en sorte, aujourd'hui, d'améliorer les conditions de plantation. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, à Versailles, quand on plante des végétaux, le pourcentage de mortalité est moins fort qu'auparavant. Les arbres semblent être en meilleur état. Nous choisissons des essences différentes, car on nous conseille de temps en temps, on n'a pas toujours... Vous savez, certains me disent, vous avez 50 ans, qui peut vous donner des conseils? Il y a un dicton chinois qui dit, et j'adore ce dicton, que l'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Eh bien oui, c'est vrai. On a beau avoir 50 ans de métier, de temps en temps, on est carrément hors pompe. Et de temps en temps, ça fait du bien d'entendre vos propos, parce qu'effectivement, le monde évolue, les techniques évoluent. Moi, quand j'étais gamin à l'école, on me disait que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Eh bien, on apprend qu'aujourd'hui, le labourage, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, effectivement, les propos de Sacha et de Tatiana aujourd'hui devrait être enseigné dans toutes les écoles horticoles de France, y compris dans les écoles, je dirais, normales, les écoles, les cours préparatoires, pour que les petits gamins sachent qu'il y a le sol. J'aime bien le terme de sol. Là aussi, on ne parle que de sol depuis tout à l'heure, on ne parle pas de terre. Et j'aime bien cette notion de sol. On marche sur le sol. La terre, c'est la planète. Et j'aime bien l'idée de cette distinction je suis très sensible aux mots. Mais pour ça, je voulais vous dire, Olivia, que j'aime beaucoup ce petit débat que vous êtes en train de mener, parce que là, on parle de l'essentiel. Un jardin, c'est une vie, ce sont des petits animaux, désirables ou pas, mais c'est également surtout un sol qui permet à la vie de s'exprimer. C'est une question qui paraît d'ailleurs un peu dingue. Enfin, je me dis c'est un peu dingue, mais ça fait pas depuis si longtemps que ça qu'on parle du sol. Ce qui paraît fou. Aujourd'hui, ça nous paraît fou. Oui. Alors, je sais pas si... Alors, je pense que dans plein de domaines, ça fait très longtemps qu'on parle du sol, mais c'est vrai que pour le coup, les pédologues, ils en parlent depuis une éternité. Bien sûr, mais c'est vrai que c'était un petit peu un discours confidentiel, et nous, on avait du mal à écouter tout ça. Moi, je sais, quand j'ai fait mes études de paysage, il n'y avait qu'un sol. Il n'y avait pas de sol différent. Ah si, il y avait deux sols. Il y avait les sols acides aussi pour le camélia, pour machin. Mais sinon, il n'y avait rien d'autre. Voilà. Donc il n'y avait pas de différence, de nuance. On nous apprenait à lire des analyses de sol, mais on ne savait pas trop vraiment où on allait. En fait, il y a une diversité de sols. Aucun sol n'est similaire. Il y a à chaque fois des différences. Et ce qui est intéressant quand on fait du paysage, c'est plutôt faire un prélèvement de sol, voir la nature du sol, et s'adapter en termes de végétalisation derrière. Et c'est ainsi qu'on fait, c'est la biocénose qui s'adapte au biotope, ce qui paraît à peu près normal, mais pareil quand on a un jardin particulier, on regarde son sol, on analyse son sol, ça coûte pas si cher que ça, c'est 150 € de faire une analyse de sol, et ensuite on regarde ce qu'on peut installer comme végétation, et le jardinage sera beaucoup plus agréable, et on accompagnera, comme l'a justement dit Alain, le vivant plutôt que de le contrôler. Et on fait appel à qui pour analyser son sol ? Alors il y a plein de super laboratoires d'analyse de sol, je les ai pas en tête, j'ai pas en tête les noms. Il suffit d'aller sur... Voilà. Ah, il faut regarder sur internet, il y en a pas mal, ouais. Okay. Je sais pas si vous voulez réagir.
Tatiana, l'importance des sols, j'imagine que... bon, mais vous, ça fait longtemps que vous le savez, évidemment. C'est peut-être plutôt un terme d'écologue et qui arrive dans les jardins, c'est ça, que terre. Mais effectivement, c'est essentiel parce que cette notion de vie dans les sols, d'écologie, de type de sol, effectivement, s'il est plutôt calcaire ou pas, vous n'allez pas planter les mêmes essences et ça ne sert à rien d'essayer de forcer la nature si vous n'êtes pas sur le bon climat, si vous n'êtes pas sur le bon type de sol. Il faut adapter, évidemment, les espèces, elles se sont adaptées depuis des centaines de millions d'années à des climats, à des types de sols, et donc évidemment vous ne pouvez pas faire pousser, mais je ne suis pas spécialiste de jardin. Et puis on intègre aujourd'hui les conditions climatiques, notamment le réchauffement. Donc là aussi, c'est nouveau entre guillemets, mais un peu nouveau finalement aussi. Exactement, j'imagine qu'il va falloir adapter toutes les plantations, tous les jardins au type de climat qui arrive, à ces sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, à ces événements extrêmes. Même, on parle beaucoup d'inondations, de sécheresses, mais il y a des choses qui sont encore plus importantes. Il va y avoir du coup plus de gel précoce, par exemple. Comme il fait chaud plus tôt, les plantes se mettent à faire des bourgeons plus tôt, des fleurs plus tôt, des graines plus tôt, et s'il y a un coup de gel, ça peut stopper la reproduction complètement. Là, on a une vague de chaleur, donc c'est pas seulement qu'on a l'été plus tôt, ça arrive à une période de reproduction essentielle pour la plupart des plantes, la plupart des animaux, donc ça peut détruire complètement leur reproduction, et en particulier les plantes annuelles, par exemple, qui donc sont obligées de passer par un cycle de graines tous les ans, elles peuvent pas persister d'une année sur l'autre. Si elles peuvent pas faire de graines du tout, ça les tue complètement, ça tue complètement la population. Donc ces épisodes-là extrêmes qu'on vit actuellement, donc il y a le climatologue Christophe Cassou qui dit que c'est vraiment un ovni climatique. Dans le climat d'il y a 30 ans, on avait une chance sur 1000 d'avoir un printemps comme ça, donc c'est vraiment complètement anormal. Et ça attaque les espèces à une période absolument essentielle de leur cycle de vie. Donc c'est catastrophique pour tous les oiseaux. Leurs poussins sont en période où ils ont besoin de se nourrir d'insectes, de chenilles. Et s'ils ne trouvent pas des insectes parce qu'ils se cachent dans les sols, parce qu'ils ont trop chaud, ça peut mettre à bas, tuer tous les poussins. Il y a des plantes extrêmement sensibles aussi à cette période de sécheresse. Elles vont se mettre en mode survie, pas faire de graines. Donc ces épisodes-là sont catastrophiques pour la biodiversité en général, et évidemment, j'imagine, il va falloir adapter les jardins à ces épisodes-là. Oui, parce que j'imagine que pour les plantes, l'évolution génétique, elle est longue, comme pour tout organisme vivant, et donc elles ne vont pas s'adapter du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Très rapidement en tout cas. Ça, l'adaptation biologique, la sélection naturelle, ça met des dizaines, des centaines, des milliers d'années à se produire. Et en plus, il y a une limite. C'est-à-dire, il faut donc la période actuelle qu'on a, le fait que on a une chance sur 1000 d'avoir ça au printemps. Si vous transposez ça en été, ça veut dire que là, on a un été à 50 degrés. À 50 degrés, mais il y a des limites à l'adaptation biologique et physiologique. Donc même au-delà de la lenteur de l'adaptation, ça peut juste pas être quelque chose où les organismes peuvent survivre. Il y a un terme que vous utilisez, c'est le vortex. Je trouve que ça donne bien l'idée. Le concept de vortex d'extinction, donc là c'est le fait que effectivement vous pourrez peut-être avoir quelques individus qui survivent dans une population, mais du coup ça fait un énorme, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. La population passe par un effectif très réduit, et donc non seulement ça l'empêche de s'adapter parce qu'il y a moins de variations dans un tout petit nombre d'individus, donc il y a moins de possibilités de trouver un résistant, et puis surtout donc la population ne va pas pouvoir continuer à s'adapter, et donc elle peut être prise dans un vortex d'extinction où à partir du moment où elle devient trop petite, elle n'a pas encore disparu, mais elle est quelque part vouée à disparaître parce qu'elle devient trop petite. Non, j'ai écouté. On parle de réchauffement climatique, on parle d'extinction, on parle d'adaptation. Je vais citer 2 exemples concrets. La canicule a des conséquences sur les arbres. On le voit par exemple en région parisienne avec les hêtres. Versailles est un lieu qui était planté, non pas majoritairement, mais bien planté de hêtres qui ne supportent pas les actuelles conditions climatiques. On sait fort bien qu'il y a quelques petits millénaires, l'ère de naissance naturelle des hêtres était le pied des Pyrénées. Aujourd'hui, c'est le nord de la France. À Versailles, tous les hêtres sont en train de mourir les uns après les autres. Période de canicule, ça y est, j'ai déjà recensé rien que pour la journée d'hier une dizaine de hêtres
qui vont mourir. Or, ce qui est dramatique, c'est que le être qui meurt va donc laisser la place au soleil pour le être suivant, ce qui veut dire que c'est le début d'un jeu de dominos. Mais autre conséquence également, revenons aux petites bêtes indésirables. Et là, je pèse mes mots quand je parle d'indésirables, ça concerne les chenilles dites processionnaires du chêne. Je ne parle pas du pin qu'on reconnaît bien dans leur nid blanc, je parle du chêne que l'on voit à peine. J'ai près de chez moi, dans le parc de Versailles, un chêne qui est mon arbre témoin. Il est toujours envahi par ces fameuses chenilles et je vais le voir. Il y a 8-10 jours, il n'y en avait pas. J'y suis allé hier, il en est envahi. La canicule a déclenché en quelques jours à peine un processus inouï de développement de ces bestioles qui ont un pouvoir urticant hors du commun. J'ai un souvenir assez amusant, entre guillemets, il y a quelques années, un nid était tombé sur l'herbe, une tondeuse était passée et avait dispersé les chenilles sur le sol, et des scouts étaient venus s'amuser sur la pelouse. Eh bien, nous avions déclenché le plan rouge au niveau de la préfecture, jamais les scouts ne s'étaient autant gratté les fesses que ce jour-là, mais de manière assez rougeâtre, je dois reconnaître. Donc, la canicule a pour conséquence l'élévation des températures de transformer la flore naturelle d'une région et de favoriser en parallèle le développement d'insectes qui, à mes yeux, est nuisible pour la population et pour certains arbres en particulier. Alors que faire ? Les jardiniers, nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des spécialistes dans le sol par exemple, d'où l'importance de se tourner vers des gens qui ont suffisamment de recul pour être en mesure d'apprécier et de suggérer quelles sont les mesures à prendre au minimum pour au moins limiter les conséquences. Et est-ce qu'on peut imaginer verdir la ville ? Alors verdir, le mot n'est pas forcément bien adapté, mais en tout cas apporter la nature en ville dans des conditions de plus en plus extrêmes. Durable, de façon durable. Oui, alors la question est... Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des essences, d'essayer de planifier les essences qui sont adaptées à 2050, à 2100. Alors honnêtement, moi, je n'ai pas le savoir pour, je ne sais pas du tout. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est diversifier au maximum les plantations, voir ce qui marche ou pas. Donc, c'est un peu la sagesse du jardinier, c'est essayer, voir, et on apprend. Parce qu'on a bien vu, par exemple, que tous les arbres qui ont été plantés, les 7 espèces de mémoire, par Alphand durant la période d'Haussmann, plantation monospécifique d'aliments, etc., il n'y en a plus beaucoup qui sont encore en vie, qu'on peut encore replanter parce qu'il y a des maladies qui sont répandues en milieu urbain en particulier. Donc ça pose plein de questions. Il faut, à mon avis, essayer, il faut diversifier les plantations, il ne faut pas être dogmatique dans son choix de plantation, parce qu'en ce moment, il y a aussi... on peut parfois un petit peu oublier qu'il y a tout un savoir horticole qu'on a en France et qui est précieux, ça fait partie du vivant aussi. Je parle par rapport au PLU bioclimatique qu'on a à Paris, il y a dans plein de villes aussi, mais on doit implanter des espèces indigènes, c'est essentiel. Mais ce qu'on essaie de propager au sein de notre atelier, c'est de dire qu'on peut planter ce qu'on appelle une matrice indigène de plantes, donc qui vont être faciles, adaptées au milieu, etc. et bon pour la biodiversité. Mais que le savoir horticole, il est aussi absolument extraordinaire en France, et Versailles en est l'image aussi et l'héritage, et il faut le conserver toujours. On peut avoir quelques sujets horticoles, et peut-être que parfois on verra que certains tiennent mieux que d'autres essences indigènes qui sont plus en difficulté. Et juste pour revenir en milieu urbain, on a quand même la chance d'avoir aussi... Enfin, la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en zone agricole. Donc il y a quand même des zones où le milieu urbain ou la périphérie en particulier restent des poches de survie pour les pollinisateurs, pour les oiseaux aussi. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais alors, si on prend par exemple la Beauce, il n'y a plus beaucoup d'insectes, plus beaucoup d'oiseaux. Étonnant. Voilà. Donc comme quoi, il peut y avoir des jeux comme ça un petit peu insoupçonnés. Il faut regarder ce qu'on a autour de nous et protéger ce qu'on a autour de nous. Mais Tatiana, justement, dans les données sur la biodiversité, il y a parfois effectivement des paradoxes. On parlait des oiseaux, par exemple, qui se portent mieux en ville qu'à la campagne. Enfin, certaines espèces d'oiseaux, comme les moineaux, par exemple. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des données comment on raconte, à travers les données scientifiques et puis leur évolution, comment on raconte cette biodiversité en ville qui parfois peut être plus préservée qu'à la campagne? Plus préservé, oui, effectivement, ça dépend par rapport à quoi, voilà. Mais effectivement, par rapport à une zone où il y a des pesticides répandus en permanence dans tous les sols, dans l'eau, effectivement, il peut y avoir plus d'insectes. Il peut y avoir des endroits, il y a même des exemples d'oiseaux en fait qui ont utilisé des cathédrales ou des immeubles comme avant. À Notre-Dame, par exemple. Voilà, c'est ça. Avant, ils utilisaient des falaises pour nicher. Donc, il peut y avoir des refuges. Mais j'aime bien l'idée de poche de survie, effectivement. Il
peut y avoir, on voit bien, par exemple, il y a plein d'ornithologues qui vont au cimetière du Père-Lachaise parce qu'il y a beaucoup de végétation assez ancienne, diversifiée, et donc il y a une grande diversité d'oiseaux. Donc il peut y avoir effectivement ces poches de survie, de refuge en ville, et il y en a de plus en plus. On prend de plus en plus conscience de l'importance de ne pas avoir juste des pelouses sans diversité, et d'avoir différents types de milieux et qui accueillent la biodiversité. Donc effectivement, on peut très bien penser la ville pour concilier la nature et l'habitat humain. Et même, c'est vraiment, et je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus aussi, c'est pas seulement concilier, c'est-à-dire vraiment utiliser la nature pour arriver à adapter la ville, par exemple, au réchauffement climatique actuel. C'est un des moyens essentiels pour arriver à rafraîchir un peu les villes, et en particulier avec la végétation. Et après, il y a des contraintes architecturales, patrimoniales, esthétiques. Bon, à Versailles notamment, Versailles est un bon exemple, mais... Oui, mais tout à l'heure, Tatiana a dit en préambule, en tout début de table ronde, un mot qui m'a beaucoup plu, quand elle parlait qu'il fallait commencer à économiser, à réduire. Voilà. Il y a un terme que l'on emploie trop souvent qui est le mot croissance. Je hais le mot croissance. Quand un gamin a atteint sa croissance, ça veut dire qu'il est devenu adulte. Alors commençons-nous aussi, pour notre vie de tous les jours, à cesser de parler de croissance. Ça n'a aucun sens. J'opterais même de temps en temps pour une décroissance, effectivement. Il faut apprendre à nous économiser, il faut apprendre également à ménager, à laisser de temps en temps la nature s'exprimer également. Souvent à France Inter, je répondais à des questions, laisser faire la nature. Oui, la nature parfois a besoin d'être laissée libre pour qu'elle puisse nous offrir ce qu'elle a de meilleur, mais il faut aujourd'hui arrêter de brusquer l'environnement, il faut l'accompagner, il faut se rappeler que le sol est une matière extrêmement fragile, délicate. Vous venez de parler tout à l'heure de 30 cm de terre utile. Vous vous rendez compte, 30 cm, on a une planète gigantesque, il n'y a que 30 cm en quelque sorte de vie qui nous permet vraiment d'être... Et qui a mis des millions d'années à se former. C'est épouvantable. Et on pourrait même parler de l'air. Je ne sais pas à partir de quelle altitude on ne peut plus pratiquement respirer. C'est pas grand-chose quand on regarde bien. Donc finalement, on vit un monde extrêmement précieux, extrêmement réduit. Donc contentons-nous de ce que nous avons, arrêtons de vouloir toujours plus et apprenons à vivre non pas pour la nature, mais avec la nature. Il faut absolument qu'aujourd'hui on apprenne à partager, vous le disiez aussi tout à l'heure très justement, nos espaces et nos besoins. C'est le message qu'on fait passer dans Oui Demain à longueur de numéro. Oui. L'idée de usage modéré, quoi. Oui, donc cette notion, c'est vraiment important de vraiment se rendre compte à quel point on vit sur une planète exceptionnelle où les conditions de vie ont été formées sur des millions d'années avec des cyanobactéries qui ont mis de l'oxygène dans l'atmosphère alors qu'il n'y en avait pas au départ pendant des millions d'années. Cette couche de sol fertile qui est extrêmement réduite, elle a mis des millions d'années à se former par décomposition. Les champignons, les micro-organismes, les insectes ont décomposé la matière organique petit à petit. Et donc, en la tuant petit à petit avec des pesticides, avec l'artificialisation des sols, on est en train de détruire nos conditions de survie. Donc il faut vraiment se rendre compte et d'accompagner la nature, effectivement. Si vous aviez, chacun d'entre vous, un seul... pas une seule solution, mais solution c'est un peu un mot un peu boîte, quoi, mais un levier à activer demain pour, qui serait vraiment urgent, indispensable pour soit remettre la nature en ville, soit en tout cas aider la nature à survivre. Ce serait quoi? Comme ça, à brûle pour point. Sacha, vous pouvez commencer. Allez, alors je vais prendre du coup avec ma casquette d'urbaniste plutôt, de paysagiste urbaniste, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on commence à réfléchir le paysage et l'urbain plus largement sur l'ensemble. C'est-à-dire que là, on est amené beaucoup à travailler sur des petites poches, 3 hectares par-ci, 5 hectares par-là. En fait, c'est absolument pas suffisant. On peut, peut-être que petit à petit, ça fera un maillage, mais tant qu'il n'y aura pas des grandes propositions urbaines, paysagères sur les villes et les métropoles ou même les centres-bourgs, les choses comme ça ne marchera pas. On a eu il y a quelques années le Grand Paris où il y a des milliards qui ont été injectés, on a parlé de transport, on a parlé d'urbain, on a parlé de logement, etc. On n'a jamais parlé de paysage, on n'a jamais parlé de biodiversité. Donc il faudrait qu'on ait l'équivalent avec l'idée de réinsérer dans ces villes-là des biostructures importantes qui seront des refuges climatiques dans quelques années, ça va arriver très vite. Donc il faut vraiment qu'on ait un plan, une planification nationale sur ces sujets. Il ne faut pas que ça soit une sorte de résidu de politique, malheureusement, le paysage et la biodiversité. Il faut que ça soit le point de départ. Voilà.
Évidemment, en tant qu'écologue, je vais dire que ce qui est important, c'est de le penser en termes d'écologie, hein, mais c'est fait de plus en plus, et effectivement, il faut le penser de façon globale, de ne pas se dire on va végétaliser et donc effectivement planter des arbres au milieu du goudron ou en pot, en se disant qu'il suffit qu'il y ait des arbres, ils seront effectivement en mode survie et ils ne serviront pas aux autres espèces, aux espèces du sol, aux oiseaux, etc. Et donc vraiment faire des corridors, des vrais petits écosystèmes, mais qui soient viables. Pas juste essayer de reproduire une forêt qui est pas dans son milieu et qui sera pas viable, qui sera en mode survie, mais vraiment le penser en co-construction avec des urbanistes, des jardiniers et des écologues pour arriver à penser globalement et adapter la vie de demain à la fois pour l'être humain, pour avoir des villes plus agréables, pour la biodiversité, pour arriver à l'accueillir et à la partager, et pour arriver à s'adapter au maximum au réchauffement climatique tout en le limitant au maximum. Donc c'est possible, mais c'est une question politique, à grande échelle. Enfin. Voilà, effectivement, c'est des choses. Alors on peut tous avoir des actions individuelles et c'est absolument indispensable, y compris se mobiliser pour faire entendre sa voix à ses élus municipaux, départementaux, etc., pour faire bouger les choses au niveau global, parce qu'il faut effectivement, à ce niveau-là, des planifications globales. Des petites actions individuelles ne suffiront pas. Un petit rêve à 1 an des élections présidentielles. Vous êtes utopiste ? Comment ? Vous faites de l'utopie alors ? Oui, mais là on n'est pas dans l'utopie, on est dans le rêve. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'il y a un degré. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une loi, je dis bien une loi, qui protège les arbres remarquables. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça me semble très important. Quand je parle d'arbres remarquables, je parle remarquable par son histoire, son âge ou sa particularité botanique. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui un enfant, revenons aux enfants, soit capable de respecter son environnement, soit capable de respecter le vivant, soit capable de militer contre la déforestation des forêts d'Afrique ou d'Amérique du Sud, quand en France on n'est même pas capable de protéger un arbre vieux de plusieurs centaines d'années. Je suis pour l'idée de sacraliser les vieux arbres, ceux qui sont les témoins des siècles passés. Je vais vous citer juste un exemple. L'un des arbres les plus vieux du monde est un pin, le bon vieux un sapin, un Abies picea, qui vit dans un bosquet du nord de la Suède. Il a été localisé par un écologue, Leif Kuhlmann, dans les années 2000, et il s'avère que cette souche incroyable rejette un arbre, et elle rejette depuis 9850 ans. Cette souche vit donc depuis 9850 ans, et le tronc qui vit aujourd'hui est âgé d'une petite centaine d'années seulement, mais la souche, elle, est âgé de 9850 ans. Alors, si je vous parle de ça, c'est qu'on vous dit qu'on ne peut pas protéger un arbre au titre des monuments historiques, car l'arbre, contrairement à l'art, est mortel. Est-ce que quand on atteint 9850 ans, on ne frôle pas l'immortalité ? Moi, je pense que si. Et je préférerais, moi, très objectivement, qu'on protège certains vieux arbres, certains monuments végétaux, plutôt que certaines statues contemporaines pour lesquelles j'ai moyennement d'admiration, voyez-vous. Et je pense que si demain, on est capable vraiment de protéger les arbres les plus remarquables tout en gérant la forêt avec subtilité. Si on veut du bois, il faut bien exploiter les arbres. Eh bien, je crois que l'humanité aura fait un gigantesque pas. Merci. Merci à tous les trois. Je vous laisse boire éventuellement, si vous avez soif. Et je vais laisser la parole à la salle, car vous avez forcément des questions à poser. Juste quelques mots pour compléter des propos qui ont été dits depuis le début de cette conférence et qui me touchent particulièrement à cœur. Les jardins privés en France, effectivement, c'est beaucoup plus que la superficie des réserves naturelles. Il faut savoir, pour se mettre un chiffre en tête, c'est plus de 1 200 000 hectares en France. Donc si chacun fait sa part dans son jardin, dans son petit jardin, on peut espérer vivre notre nature. Autre chose, on a parlé des mini-forêts tout à l'heure. Il se trouve que j'ai fait mes armes au Japon, donc les forêts Miyawaki, qui sont devenues très à la mode pour reforester nos cités modernes. Au Japon, c'est dans un but bien précis, c'est de restaurer des sols particulièrement dégradés. La mini-forêt n'a pas pour but de rafraîchir une cité ou de faire quoi que ce soit d'autre. Donc déjà, on a réutilisé des méthodes
sans vouloir les comprendre, pour faire bien et surtout pour se montrer. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que depuis que je fais ce métier, comme toi Alain, plus de 50 ans au service du vivant, aujourd'hui, il faut bien admettre que la nature est mieux préservée en ville que dans nos campagnes. Merci pour votre intervention. Quand vous opposez ville et campagne, on ne peut pas comparer la Beauce et le bocage normand. Donc, pourquoi la Beauce? Il y a très peu de biodiversité, parce qu'une abeille, elle va aller chercher sa nourriture 2 ou 3 km d'où elle est, et quand il y a des dizaines d'hectares plantés en monoculture qu'avec du blé, sans une haie, sans un arbre, elle meurt d'abord de faim avant de mourir des produits phytosanitaires. Je suis contre le produit phytosanitaire, qu'on soit bien d'accord. Par contre, on parle beaucoup des pesticides. Le travail du sol est plus nocif à la biodiversité que les pesticides. Donc si on veut... Eh oui, monsieur. Le labour, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est vraiment... Je pense qu'il faut insister et faire de la pédagogie pour dire 75% de la biodiversité est sous nos pieds. Je prends toujours l'exemple du motoculteur. Vous prenez votre chat, vous passez le motoculteur dessus, il ne reste pas grand-chose. Quand vous passez le motoculteur pour refaire votre gazon, vous allez détruire tous les champignons, les filaments de champignons, les mycorhizes, vous allez tuer une partie des vers de terre et de toute la faune, et vous allez mélanger plein d'êtres vivants qui vivent dans les 3 premiers centimètres de terre, mais qui ne vivent pas à 20 cm. Donc il faut bien comprendre, c'est culturel, c'est compliqué de dire à un agriculteur qui laboure depuis 8000 ans qu'il ne faut plus labourer, un jardinier qui bêche depuis des milliers d'années qu'il ne faut plus bêcher, mais vraiment insister sur le fait du travail du sol et définir la biodiversité comme une maison avec un toit et un frigo et à manger dedans, et que s'il y a un toit sur la maison avec un frigo et à manger, les gens vivent et se reproduisent. Si vous cassez le toit et vous videz le frigo, les gens ne peuvent pas se reproduire. Et que la biodiversité, elle est d'abord sous nos pieds, ce n'est pas les abeilles et les petits oiseaux, c'est ce qui se passe dans le sol, et si ça se passe bien dans le sol, ça se passera mieux au-dessus. Voilà ce que je voulais apporter. Merci. Une réaction? Donc, on est d'accord qu'il faut préserver la vie des sols. Après, je pense que c'est dangereux d'opposer un type de pression sur la biodiversité et un autre, parce que ça a l'air de minimiser l'effet des pesticides, par exemple. Voilà. Donc, mais de dire, on va pas faire un concours de qu'est-ce qui est le pire pour la biodiversité. Voilà. Les pesticides, c'est quand même, il faut bien se rendre compte. Je pense que la plupart des gens sachent pas que maintenant, quand on plante des graines dans les sols, elles sont systématiquement enrobées de poison. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un petit pulvérisation là où il y a de la maladie ponctuellement. Oui. Mais il faut insister sur le travail du sol. La première catastrophe agroécologique de l'ère moderne, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis en 1920. Il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas d'engrais chimiques. C'est le travail du sol qui a fait mettre des dizaines de milliers de gens sur les rues. Voilà. Mais donc, le problème des pesticides, c'est qu'ils vont se répandre partout, tout le temps. Donc on plante des graines enrobées de pesticides en permanence. Donc ça veut dire que c'est fait pour que les plantes les absorbent et soient toxiques en permanence pendant toute leur vie. Et il y a 70% du poison qui est autour de la graine qui part dans les sols. Il y a 20% des graines qui sont mangées par des oiseaux, par des insectes et par des petits mammifères et qui sont empoisonnés. Ça pollue nos nappes phréatiques, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de zones de captage d'eau qui sont fermées, qui sont plus potables à cause de tous ces pesticides. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui est en train d'affecter la santé humaine et toute la biodiversité, que ce soit dans les sols, mais aussi dans les airs, sur la terre. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Après, sur le labour, évidemment, il faut préserver et maintenir la vie des sols, mais alors ça, vous avez peut-être un avis plus expert sur le sujet. Oui, mais un sol... Un sol qui n'est pas travaillé va pouvoir filtrer l'eau, amener l'eau jusqu'à la nappe phréatique. Un sol qui est travaillé, qui est labouré, il y a c'est une porosité mécanique où l'eau s'en va, elle est érodée. Si on veut que nos sols ne s'érodent pas, le travail du sol est très nocif. Il y a 2 ans, quand il y a eu les inondations en Hauts-de-France, on a monté des champs agricoles qui étaient inondés
où on ne pouvait plus aller, on n'a pas montré les champs qui étaient en agroécologie, où les tracteurs pouvaient aller, parce que l'eau s'infiltre. Une prairie naturelle, ça infiltre 400 litres d'eau au mètre carré par jour. Voilà, donc le travail du sol, et je n'oppose pas du tout les pesticides au travail du sol, et un sol qui n'est pas travaillé va au contraire dégrader beaucoup plus tout ce qui a dégradé. Voilà. Et je ne suis pas en train d'opposer. Je dis juste qu'il faut insister sur ne plus de travailler le minimum les sols. C'est vraiment essentiel et c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. Voilà, c'était juste c'est un aspect essentiel aussi dont on n'a pas parlé des plantations en ville et de la biodiversité en ville. C'est effectivement tout ce qui est absorption de l'eau et ruissellement. Effectivement, plus vous avez des végétations et des sols nus en ville, plus ça va éviter les inondations parce que effectivement l'eau s'infiltre mieux quand il y a des racines, des microporosités, des animaux dans les sols qui vont faire quelque chose d'hétérogène. Et plus ça va donc retenir l'eau quand il y a trop d'eau et en redonner quand il n'y a pas assez d'eau. Donc c'est aussi un aspect essentiel. Le concept de ville éponge, par exemple, ça marche. Encore faut-il avoir les espaces pour. Encore une fois, on revient à la qualité du sol. C'est vrai qu'un sol qui est, si vous regardez un pied d'arbre à Paris qui est compacté par le passage d'X mammifères et nous y compris, en fait, il n'y a plus aucune capacité d'absorption. Les sols, ils absorbent aussi grâce aux vers de terre, aux microcavités qui font un peu partout. Oui, en fait, il faudrait qu'on arrive à avoir... On revient un petit peu à un plan d'ensemble pour justement préserver les sols, retrouver des sols, une qualité de sol aussi, sortir du mirage de l'arbre absolument, parce que quand vous écoutez les politiques, il n'y a qu'un nombre d'arbres qui sont avancés. Il faut planter 1 million d'arbres, mais c'est pas le sujet. Il faut retrouver des espaces, des surfaces, et il faut arriver aussi donc, à préserver certains milieux. Donc la prairie, un sol de qualité, en fait, on est absolument d'accord. Ça préserve complètement. Et après, juste pour revenir sur la Beauce et le bocage normand, malheureusement, le bocage normand, il est en train de tendre vers la Beauce petit à petit. Voilà, c'est juste ce que je dis. Merci. Une autre question ? Oui, j'avais une question. En préambule, merci pour vos interventions. En tant qu'adhérente de l'Association française pour l'étude des sols, je souscris à tout ce qui a été dit. On est deux à intervenir ce week-end. J'avais une question, mais qui est en lien avec l'eau et l'essentiel que vous avez évoqué. En milieu urbain, qu'en est-il des capacités d'abreuvage de la petite faune, que ce soit les oiseaux ou les hérissons? Quelles sont les perspectives selon vous? Comment on gère ça, y compris dans les notions d'aménagement? Les urbanistes, aujourd'hui, à mon avis, ont changé leur état d'esprit sur certains aspects, mais l'aspect abreuvage de la petite faune reste un angle mort. Que faire ? Oui, effectivement. Donc en cette période-là en particulier, les animaux ont évidemment besoin d'eau, et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut préserver les zones humides et des endroits préservés en ville et ailleurs où ils peuvent s'abreuver. Mais donc en période de chaleur, comme on disait tout à l'heure, c'est pas seulement le manque d'eau. Souvent, c'est aussi le manque de nourriture parce que les insectes vont se cacher, etc. Donc il faut, comme on a dit, d'abord limiter le dérèglement climatique au maximum, faire des villes et des espaces qui redonnent de la place à l'eau, à la végétation. Je ne sais pas si c'était ça la question. Après, individuellement, évidemment, on peut mettre des petites soucoupes, des abreuvoirs, mais... Oui, sur le sujet, parce qu'on est... En fait, en milieu urbain dense, on a la chance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surfaces imperméables, malheureusement, mais où on peut capter l'eau et retrouver des zones d'infiltration qui sont des zones, pas vraiment humides, mais des zones, on va dire, méso-hygrophiles, donc c'est-à-dire qu'en été, qui sont plutôt sèches, mais en tout cas qui ont une période de l'année quand même de l'eau. Et à certains endroits, on peut essayer de préserver des zones complètement imperméables qui gardent de l'eau, évidemment. Et sur la microfaune aussi, le gros problème, c'est qu'il y a une capacité de déplacement qui est quasiment nulle en milieu urbain. On a des clôtures absolument partout. Alors déjà pour nous c'est pas évident, mais alors si on prend l'exemple du hérisson, c'est un parcours du combattant d'arriver à se déplacer, de retrouver des points d'eau, des zones, etc. Donc ça c'est des choses qui sont importantes à comprendre, qui sont prises en compte maintenant dans les règlements d'urbanisme. Il y a de plus en plus l'interdiction d'avoir ce qu'on appelle les murets de soutènement des clôtures. Il faut qu'il y ait un passage libre directement au niveau du sol. Donc ça bouge, c'est lent mais ça bouge.
Je peux rajouter quelque chose sur donc sur l'eau, mais ça dépasse peut-être la ville, mais plus généralement, effectivement, il y a la question du partage de l'eau. L'eau va devenir de plus en plus rare, en particulier à certaines périodes, et il va y avoir un peu une guerre de l'eau, c'est clair, et on voit déjà des problèmes politiques, des tensions avec certains agriculteurs qui veulent pouvoir continuer à faire des cultures très gourmandes en eau en s'appropriant une partie de l'eau et en disant on peut capter l'eau en hiver, c'est pas grave parce que de toute façon il y en a trop, ça gênera personne. Mais déjà avec le dérèglement climatique, il y aura peut-être aussi moins d'eau au printemps et en hiver. Ça capte quand même de l'eau qui est une ressource commune, en particulier tout ce qui est mégabassines, hein, c'est vraiment une appropriation de l'eau par un petit nombre de personnes pour des cultures qui en général ne sont pas pour le bien commun, ne sont pas pour nourrir les populations, et donc c'est quelque chose aussi, cette disponibilité en eau qui est vraiment très importante et à penser collectivement. Moi, j'ai une question à poser, si vous le permettez, parce que c'est une question qui, tous les ans, me turlupine, mais réellement. En période de sécheresse ou de canicule, des arrêtés préfectoraux interdisent d'arroser le jardin. Pour l'environnement, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que l'eau, finalement, qui va dans le jardin, elle retourne de là où elle vient. Dans le jardin, il y a une flore, il y a une faune qui a besoin d'eau. Donc, ne pas arroser le jardin en période de canicule, est-ce bon ou mauvais pour l'environnement? En un mot, est-ce que cette décision politique a un sens? Alors, comme tout souvent, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dépenser des litres et des litres d'eau pour arroser une pelouse rase, ça n'a pas beaucoup de sens. Si c'est pour éviter que des vieux arbres centenaires meurent, ça aurait du sens. Hein. Tout dépend à quoi ça sert et pour qui. Et effectivement, avant d'interdire les jardins, il faudrait peut-être interdire, à mon avis, des cultures très gourmandes en eau qui s'approprient et qui ne sont pas toujours interdits d'irrigation. Donc il y a clairement une question de priorité à réfléchir collectivement et pour le bien commun. Et donc pour la question des jardins, je pense que c'est assez complexe et tout dépend quel type de jardin, quoi. Une dernière question. Pour l'eau, si on augmente la teneur en matière organique des sols agricoles de 3 à 3,5%, ça stockera au bout de 3 ans l'équivalent de 6000 mégabassines. Donc le combat, c'est de remettre de la matière organique dans les sols. Voilà, il est là le vrai combat. Après, sur les cultures gourmandes en eau, on est tout à fait d'accord qu'il faudra modifier les cultures. Voilà. Mais les sols, en 1950, les sols agricoles avaient 4 à 5% de matière organique. On est tombé en dessous de 2%. Donc le combat des écologistes, c'est de mettre de la matière organique dans les sols. C'est pas de lutter contre les mégabassines. Bien sûr qu'il faut lutter contre les mégabassines qui vont servir qu'à l'agriculture industrielle. Maintenant, de stocker l'eau en hiver pour pouvoir l'utiliser à d'autres moments, c'est intelligent si vos sols peuvent stocker cette eau, s'il y a de la matière organique dans les sols. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ce que disait Alain par rapport d'arroser un jardin l'été, l'eau, quand vous arrosez un jardin, l'eau, elle fait quoi? Elle s'évapotranspire, elle se transforme en pluie. Un champ de maïs qu'on arrose l'été, je suis désolé de vous dire que ça fabrique de la pluie. Je ne dis pas qu'il faut arroser des champs de maïs en agriculture industrielle dans lesquels on va appauvrir le sol en matière organique, mais il ne faut pas oublier que 70% de la pluie est fabriquée par les arbres, par les feuillus. Qui plante un conifère, achète un canadair, d'accord? Non, mais ayons des slogans un peu comme ça. Les feuillus provoquent 70% de la pluie. Les sols doivent être couverts en été. La terre nue est une aberration écologique. Donc il faut militer pour que tout champ de blé moissonné soit ressemé immédiatement avec une couverture de couvert. Là, prenez l'exemple de la forêt, le sol n'est jamais nu. Donc c'est là-dessus où il faut que notre combat aille. C'est une question de logique et voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors on va prendre juste un petit complément, puis après on va devoir s'arrêter. Juste une question très rapide, c'était pour bien comprendre en quoi les cultures que vous décrivez ne seraient pas légitimes pour récupérer cette eau dans la mesure où elle contribue bien à un usage, alors qu'il soit alimentaire directement pour l'homme ou alors pour l'alimentation animale qui in fine sert à l'alimentation de l'homme. Donc pourquoi est-ce que ces cultures-là ne seraient pas légitimes pour arroser puisqu'elles bénéficient à tous?
Donc, en période où il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde et pour tous, en particulier pour la végétation naturelle, hein, ça veut dire, avec le dérèglement climatique, hein, on voit là, depuis 2 ans, comme on disait, les arbres sont vraiment en train de souffrir. Et pas que les arbres dans les jardins, aussi les arbres dans les forêts. Il y a eu une hausse de 80% de la mortalité aussi en forêt. Ils sont dans un stress hydrique effroyable. Donc il manque d'eau, globalement, dans les écosystèmes. Et donc s'approprier de l'eau pour arroser des maïs qui servent juste à nourrir des animaux ou à être exportés, c'est de l'eau quelque part qui est perdue. C'est-à-dire que si on mangeait tous moitié moins de viande, même sans s'arrêter de manger de la viande, hein, si on mangeait tous moins de viande, on n'aurait pas besoin de produire ces maïs par exemple, ou on pourrait produire mieux du blé, accepter une baisse de production par exemple, d'arrêter de les arroser, et cette eau, elle serait disponible pour les écosystèmes et pour d'autres cultures qui sont beaucoup moins gourmandes en eau et absolument essentielles. Et alors peut-être pour des jardins, etc. Donc clairement, à un moment, quand il y a des choix à faire, clairement ça c'est un choix, c'est quelque chose qui est complètement dispensable. On n'en a pas besoin ni pour les écosystèmes, pour la survie ou même pour le bien-être humain. Alors qu'il y a d'autres usages de l'eau qui sont absolument essentiels. Merci Tatiana. Merci infiniment à tous les 4.